Bonjour. Bonjour la LPC. Alors, bienvenue dans ce talk. On est aux Folies Bergères. Et donc, c'est un lieu d'exception. Et en préparant ce talk avec Marie-Amélie, on s'est dit, si on parlait du produit comme d'un show. Voilà, un spectacle vivant. D'ailleurs, on dit produire un produit. Un spectacle, pardon. Donc, en 2025, le produit, c'est comme monter un show. On a des rôles, on travaille en harmonie. Puis quand tout change, quand l'IA débarque, en coulisses, et même sur scène, selon aujourd'hui, c'est le show must go on. Et oui, en 2025, notre rôle de PM n'est peut-être plus celui du metteur en scène principal, mais le job to be done, lui, il doit continuer et il ne bouge pas. Donc, il va falloir créer une expérience, créer un produit que l'audience, c'est-à-dire nos utilisateurs, vont aimer et dont elle va se souvenir, et bien évidemment, faire du business. Alors, soyons fous, soyons folles, on appuie sur play et on regarde comment ce show se déroule à l'ère de l'IA. Allez, c'est parti. Alors, en préparant ce talk, on s'est posé des questions. Qui va être dans la salle? Qu'est-ce que vous redoutez? Qu'est-ce que vous voulez? Et notre première question, c'est est-ce que le product manager est devenu obsolète? Est-ce qu'on doit tuer le personnage? Ou au contraire, est-ce qu'il faut le réinventer, lui changer de costume? Donc, est-ce qu'on peut lever la main ceux qui pensent que le PM va disparaître? Donc, je vois pas grand-chose parce que j'ai de la lumière dans les yeux, mais... Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Voilà. Ah, il n'y a pas beaucoup. Donc, personne ne pense qu'il va disparaître. Bon, ça, c'est cool. Alors, on va voir comment ça va se dérouler. Alors, on aime tous les shows bien rodés, hein. Mais dans la réalité, les data et les devs font leur propre chorégraphie dans leur coin, les designers ont des trucs à faire et les stakeholders sont sur leurs idées. Et nous, au produit, on va essayer de garder la cohérence de tout ça, mais souvent en vain. Résultat, beaucoup de friction et vraiment pas beaucoup de magie. Et donc des utilisateurs peu ravis et franchement un ROI très souvent discutable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des entreprises, on va rester coincé dans un enchaînement très classique. Idéation, proto, dev, release. Et on avance en silo, chacun dans son coin. Ça vous parle? Est-ce que vous bossez en silo souvent dans vos unités? Ouais? Ok. Alors, les silos, nous, on galère, moi la première. Et on a souvent dans nos entreprises, on travaille en agile avec la méthode Scrum, mais on entend souvent, ouais, on est agile, mais en fait, c'est quand même un waterfall bien déguisé. Et c'est dans ce contexte, en fait, qu'on rencontre ce qu'on appelle le spectre de la Feature Factory, où on a des équipes qui sont hyper talentueuses, mais en fait, qui en sont réduites à écrire la partition écrite par d'autres, sans voir le client, sans voir la salle. Fais cette fonctionnalité, ajoute ce bouton, mais pour qui et surtout pourquoi? Et ça, en fait, on ne sait pas, et ça se voit d'ailleurs, parce que 50 à 70% des fonctionnalités qu'on produit n'ont souvent absolument aucun impact. Et pourtant, il faut bien que le show continue. Alors, on est dans le spectacle vivant. Dans chaque spectacle, il y a un effet dramatique. Il faut créer une tension pour attirer l'audience, pour qu'elle soit à l'écoute. Et pour nous, c'est l'IA. Et l'IA, en fait, c'est quoi? C'est Gartner qui le dit, mais c'est la Generative AI qui est un peu comme la troupe du spectacle. On a des LLM qui sont là, qui sont nos scénaristes, et puis des agents ou des copilotes qui sont là, qui sont nos petites mains et qui nous assistent au quotidien. Donc en fait, l'IA, ce qu'elle fait, c'est que, grosso modo, elle écrit, elle design, elle analyse, elle prédit. En fait, elle change notre rythme, c'est tout. Alors, très simplement, aujourd'hui, si vous êtes sur LinkedIn, en tout cas, moi, dans mon fil, je suis là au niveau de Peak of Inflated Expectations. On en parle partout, de l'IA, et ça fait peur parfois. Ce qu'on a vu, c'est que 72% des entreprises aujourd'hui ont déjà adopté l'IA, c'est plus 20% en 2 ans, donc c'est assez important. Et il y a 2 professionnels sur 3 qui l'ont inclus de manière régulière dans leur travail quotidien. Et pour certains, donc moi la première, c'est génial, je gagne un temps infini. Et puis pour d'autres, c'est aussi une source d'angoisse et d'anxiété. Si un Claude fait un PRD en 30 minutes, à quoi moi je sers en fait? Donc, quoi qu'il en soit, et dans tous les cas, l'IA, sous toutes ses formes, elle transforme en profondeur les missions, les compétences, les outils et la manière même d'envisager les cycles de vie du produit.
Alors, c'est le moment de choisir. On a deux options. IA, menace ou opportunité. Alors, soit on la voit comme Terminator 1, c'est-à-dire une menace qui va venir tous nous éliminer dans le produit pour un futur globalement dirigé par les machines. Petit exemple réel, la fintech suédoise Klarna, l'an dernier, son CEO a annoncé qu'il arrêtait les recrutements pour former toutes ses équipes existantes à l'IA. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins besoin d'équipes et ça fait finalement, et ça c'est compliqué, le risque de n'avoir plus que des personnes expérimentées et donc de laisser les juniors sur le carreau. Est-ce que c'est une vision inspirante? Est-ce que c'est un effet d'annonce de plus? Ça, c'est à vous de juger. Ou alors, opportunité, on a Terminator 2, la version reprogrammée qui deviendrait notre meilleur allié. Bon, quoi qu'il en soit, ça prouve une chose, les règles du jeu, elles ont déjà changé. Je vais expliquer. Ouais. Alors. Et donc, révolution ou réinvention, hein, parce qu'on est en France, hein, on aime bien couper des têtes. Et oui. Et Scrum, en fait, depuis qu'il a croisé ChatGPT, il ne peut plus jouer tout à fait le même rôle. Alors, rappelez-vous, Scrum, au début, c'était cool. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une organisation bien huilée. On préparait, on organisait, et puis action, sprint après sprint. Et puis, il faut dire que quand même, ça a un petit peu dérivé. Et nous, au produit, on a quand même perdu le conducteur. Et aujourd'hui, eh ben, grâce à l'IA, en fait, on peut enfin envisager un ajustement en temps réel. C'est-à-dire qu'on va réécrire les specs avec notre copilote IA, on va prototyper à la volée et on va prioriser dans la foulée. Et donc, nous, les PM, on peut enfin passer d'un rôle qui était de plus en plus passif et imposé par quelque part ce Scrum à la dérive, à celui qu'il avait, notre rôle de PM, et qu'il aurait toujours dû garder, c'est-à-dire quand même le garant de la viabilité du produit, même en cours de développement. Et grâce à l'IA, on va passer d'un backlog figé à une priorisation dynamique, et ça, franchement, c'est tant mieux. Alors, avec l'IA, on arrive à l'ère de ce qu'on appelle le Product Orchestrator. Donc, le Product Orchestrator, c'est en gros, on devient le showrunner. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on pose le cadre, on définit la vision. 2, on pilote les outils et les IA pour pouvoir avoir une meilleure livraison qui soit plus impactante et plus fluide. Et puis 3, le plus important, on facilite la collaboration, on met en lien les talents. Shape, ship, think. Donc oui, l'IA, elle est là, elle joue du violon comme personne. Par contre, ce qu'elle ne sait pas faire, c'est quand jouer, ni pour qui. Donc sans nous, c'est juste du bruit. Et en parlant de bruit, qui s'est jamais fait avoir par des citations, par des chiffres bidonnés par l'IA? Rien que nous, pour faire cette présentation, on s'est bien fait avoir. C'était nickel. Hein. Franchement, on avait des super... Ça nous arrangeait, ces citations, c'était formidable. Et quand on a voulu un peu regarder, en fait, plus rien. Qui s'est déjà fait avoir dans la salle? Est-ce que vous avez eu à faire quand même. Voilà. Ouais, très bien. Donc, en gros, juste l'IA, c'est un catalyseur de transformation. Ça veut dire quoi? On a tous des ampoules chez nous pour éclairer nos pièces, nos maisons. L'ampoule, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Avant, c'était du tungstène, aujourd'hui, c'est de la LED, donc c'est comme avant, mais pas tout à fait comme avant. L'IA, c'est pareil. Elle change juste notre façon de monter le show, c'est tout. Alors, comment ça se précise au quotidien? Alors, tout simplement, ce qu'elle va faire, la première des choses, c'est que l'IA, elle va remplacer des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Gérer des tickets clients, faire des rapports d'analyse, synthétiser les user interviews, tout ça. Ensuite, elle va nous faciliter les choses, elle va nous assister quand on va faire du prototyping, quand on va raffiner une analyse. Donc ça, elle va nous permettre de nous assister. Et enfin, dernièrement, elle va augmenter. Donc on va avec elle pouvoir synthétiser et analyser des volumes massifs de données et de data. On va pouvoir analyser les signaux faibles, on va pouvoir croiser des données, on va pouvoir changer notre parti pris. Donc en gros, il y aura moins de contrôle, plus de coordination, donc moins de solistes, plus de collectifs. Et puis l'effet waouh, et on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est quoi? C'est l'expertise du PM. C'est parce que vous êtes expert, c'est parce que vous avez une compréhension de votre business que vous allez avoir une meilleure qualité des résultats et que l'IA va être utile pour vous. Donc en gros, on passe d'une répète manuelle à un playback intelligent et on garde la direction artistique. Alors maintenant, question. Excuse-moi, je suis tapée. Question, est-ce que vous pensez que les compétences du PM peuvent être remplacées?
Alors, à main levée, oui, non. Toute la partie Discovery, est-ce que vous pensez que ça peut être remplacé? Est-ce que vous pensez que le... Ouais, alors j'en ai une moins là-bas. Ok. Super. 2, ouais, Discovery va être remplacé, intéressant. Est-ce que vous pensez que la priorisation des tâches et la gestion du backlog peut être remplacée? Ah oui. Ah ouais, quand même. là, c'est Pas mal. majorité. C'est majorité. Est-ce que vous pensez que l'élaboration de la stratégie du produit peut être remplacée? Ah, Ouais, il y en a quand même quelques-unes, hein. Ça c'est intéressant ça. Okay. Bon, et ben, on voit bien qu'en fait, c'est la priorisation du backlog qui est le plus sur la sellette. Alors c'est intéressant parce que nous, on a fait ce petit exercice. Enfin, moi, je vous montrais comment nous, on travaille avec l'IA au quotidien. Donc moi, en fait, j'utilise Miro, comme on l'a montré à la keynote, à la fois pour mes user interviews, pour générer des user journées. Comme j'habite en Suède et que j'aime bien les produits suédois, j'utilise Lovable pour pouvoir créer des UI et des UX qui me permettent de challenger en fait mes équipes de dev et de prototyper et de faire des mock-ups qui sont assez inspirants dès le départ. Ensuite, de Figma, ce qu'on peut faire, c'est automatiser de Figma vers Jira les wireframes et les transformer les wireframes en user story directement. Et puis, sur la fin, en post-launch, on va utiliser soit des RAG, soit d'autres solutions pour proposer des OKR, pour avoir des priorisations, ou alors pour avoir des dashboards. Voilà, donc ça, c'est comment nous, on utilise au quotidien l'IA sur le PLM Lifecycle. Et bon, il y a quand même quelque chose que l'IA ne fait pas. C'est elle ne va pas faire toute la partie Voice of Customer, donc le sens, l'émotion, ça c'est nous. Elle va pas faire partie, elle va pas nous remplacer sur la partie collaboration et toute la partie organisation humaine, gestion des stakeholders, le fait que nous on emmène toutes les équipes vers ce dont on a envie, et elle ne va pas faire la partie sens et vision et surtout les arbitrages stratégiques. Alors c'est sympa, vous nous avez donné un petit échantillon de ce que vous pensez. Nous en amont, on avait préparé ça, on s'était dit, on avait répondu à cette question-là avant. Et en fait, le message ici, il est très clair, je ne vais pas aller en détail, mais ça c'est un framework de Pragmatic Institute qui fait du produit sur toutes les tâches des PM et des PMM. Et en gros, ce qu'on s'aperçoit, c'est quoi? C'est si c'est répétitif, si c'est une faible valeur ajoutée, ça va être automatisé. Le reste, c'est-à-dire la majeure partie des choses, va être soit augmenté, soit facilité ou assisté. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il veut juste sortir du fantasme. Voilà. L'IA, faut prendre de la hauteur. L'IA, elle n'est pas là pour voler la vedette. Tout à fait. Et donc, c'est là, maintenant, où comment est-ce qu'on va être pertinent avec l'IA? Donc, il faut agir avec méthode et pragmatisme. D'une part, on n'a pas toujours besoin de l'IA tout le temps. Voilà, ça c'est la première chose à avoir en tête, c'est que parfois un tableau Excel fait complètement l'affaire. Ça c'est le premier point. Ensuite, il faut quand même que le product manager revienne aux fondamentaux et devienne l'orchestrateur, on a vu, embarquer les équipes en direction de la vision. Et enfin, comme vient de le dire Ariel, on sait que les compétences du PM, elles vont être facilitées ou augmentées, et que finalement, l'IA ne remplacera que les tâches qui sont à faible valeur ajoutée ou time consuming. Voilà. Donc nous, là, maintenant, tout de suite, on va se pencher sur comment et quoi faire pour intégrer l'IA afin qu'elle nous aide plus qu'elle ne nous entrave. Et concrètement, pour passer en mode show augmenté, il faut identifier tout ce qui peut être automatisé. Doc, compte rendu de réunion, synthèse, tri, etc. Ensuite, c'est hyper important, structurer vos données. N'oubliez pas de data, pas d'IA. Voilà. Et une fois qu'on les a, et pas de bonnes data, bien sûr. Ouais. Et une fois qu'on les a, ces bonnes data, il faut choisir où les intégrer et qui va s'en servir. Donc, qui utilisera le RAG, qui utilisera les datasets de machine learning. Ensuite, on a testé, échoué vite, apprendre, c'est-à-dire itérer, et intégrer l'IA dans ses workflows, parce qu'elle doit s'intégrer et s'insérer naturellement dans vos outils de PM, et surtout, surtout pas devenir une nouvelle usine à gaz. Et enfin, former vos équipes, ça c'est crucial, et montrer à vos équipes, à vos stakeholders, à votre entreprise, que l'IA, elle n'est pas là pour les remplacer, mais elle est là pour les amplifier. Le temps que vous gagnez sur des tâches à faible valeur ajoutée,
vos collaborateurs, vos équipes, ils vont le gagner aussi. Alors, c'est pas tout, parce que qui dit nouvel outil, dit apprendre à l'utiliser et apprendre à l'utiliser en toute sécurité. Donc, ce qu'on voit aussi souvent, c'est ce qu'on appelle le shadow IA. C'est beaucoup d'entreprises font blocage, ne veulent pas donner accès à l'IA, surtout les entreprises très réglementées. Et résultat des courses, on va aller chacun utiliser notre petit chat GPT. Et en fait, ça, c'est un no-go parce que c'est un gap de sécurité super important. Ça veut dire que vous allez avoir des brèches de sécurité qui vont faire le jeu de vos hackers. Donc ça, essayez d'éviter pour les entreprises. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la souveraineté et la propriété intellectuelle. Quand vous promptez, que vous mettez des datas dans votre chatbot, vous utilisez des données qui sont intellectuelles, qui vont pouvoir être utilisées si vous n'avez pas le bon contrat pour entraîner une machine, ou alors qui vont faire un data leakage, ou qui vont vous revenir empoisonner, et qui vont aussi vous rendre plus vulnérable. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, la troisième chose, c'est la gouvernance. L'IA, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise à la marge, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un projet global d'entreprise et de gouvernance. Il faut des règles claires, il faut surveiller et monitorer comment est-ce que vous l'utilisez au quotidien avec vos équipes. Et on insiste, vraiment, proposez à vos équipes des outils IA internes qui soient utilisables. Sinon, ils iront les utiliser ailleurs. Alors donc l'IA, elle est là, elle va rester là. Donc tout le point de ce show et de ce talk, c'est surtout de dire qu'il faut la remettre à sa juste place, à savoir celle de l'adjuvant. Vous vous rappelez de Klarna, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fintech suédoise qui avait arrêté les recrutements au profit de l'IA. Vous savez quoi? Elle les a repris, ces recrutements. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a moins d'un quart des projets gérés par l'IA seule qui sont livrés dans les temps. Et ce chiffre, il tombe à 16% pour les projets qui sont complètement scalables. On le sait parce que IBM a lancé un sondage auprès de 2000 CEO cette année d'ailleurs, et le constat est sans appel. Donc vous savez ce qu'on ne dit pas encore, hein. Science sans conscience n'est pas que ruine de l'âme, c'est aussi la ruine du business. Et donc en résumé, et dans tous les cas, comment créer de l'impact dans le produit avec l'IA? Pas de data, pas dire. Et pas de bonne data. Pas de bonne data, pas dire. Pas de PM, pas de stratégie. Voilà. Et puis, dans tous les cas, une attention très très forte sur la gouvernance, parce que Sarah Connor, c'est vraiment la porte à côté. Hein. Voilà, donc si vous ne l'avez pas compris, vous avez une vraie valeur ajoutée, à la fois sur le voice of customer, sur la collaboration et le sens. Si vous n'utilisez pas l'IA au quotidien, allez-y, n'ayez pas peur, expérimentez. Et puis, pour le reste, on ouvre la scène et on est prêt à attendre vos questions. Voilà. Et si vous voulez nous parler, on est aussi disponible. Voilà. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il faut ouvrir aux questions ou pas, mais si vous avez des questions, je vois une main qui s'allume. Ouais. Ouais, tu as des workflows, tu peux... vous avez des workflows et vous pouvez utiliser... Ouais, on peut citoyer, ok. Vous avez des workflows et vous pouvez aussi, dans Figma, avec des agents, les calibrer pour que les wireframes soient transformés automatiquement en user story qui vont aller s'insérer dans Jira. Il y a des workflows là-dessus. Et si vous avez... il y a pas mal d'outils... Il y a Miro aussi, qui est vachement bien pour le prototyping. Moi, je m'en sers beaucoup. Miro AI, c'est vraiment super. Ouais. Et pour donner un peu une idée, moi, récemment, ce que j'ai fait, c'est que dans mes interviews utilisateurs, donc j'ai pris des notes, je les ai balancées dans Perplexity. J'ai demandé à Perplexity de me sortir un code de diagramme de flux, parce que Perplexity ne génère pas d'image. Et j'ai pris ce code de diagramme de flux et je l'ai balancé dans Miro. Et donc, j'avais un très joli diagramme de flux qui m'a servi de préalable à mes specs. Donc, comme ça, au moins, tout le monde sait à quoi va ressembler la feature une fois qu'on la sort. Et en tant que pire, Perplexity, c'est comme ChatGPT. Ouais.
En fait, alors pareil, si vous voulez utiliser des choses qui sont plutôt souveraines européennes, Mistral, Mistral c'est l'IA européen. Ils sont super intéressants parce que ils peuvent être on-prem, ça veut dire que vous allez pouvoir sécuriser la data que vous ingérez dans la machine. Ça, c'est une première chose. Après, vous avez plein d'outils sur Internet où vous avez des agents qui ont été entraînés spécialement pour les besoins des PM, donc pour faire des PRD, pour faire des analyses de marché, etc. Moi, je suis quelqu'un qui s'appelle Pavel. Alors, je n'arrive pas à dire son nom. Mais il a une newsletter. Tapez voilà. Pavel avec un W, ça marche. Et lui, en fait, il a un board avec que des IA agents qui sont déjà entraînés pour les besoins et les activités du PM. Et vous commencez par là, en fait, et ça marche super. Et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et puis, faites-vous... Ouais. Bah, il faudra toujours un peu prendre du temps pour vérifier si les réponses qui vous sont données sont les bonnes. C'est ce qu'on dit là, c'est-à-dire que... un peu d'esprit critique quand même. Voilà, c'est ce qu'on dit là, c'est-à-dire que l'expertise, la compréhension du business, ça va vous permettre de faire le tri entre le bullshit et l'hallucination et les choses bien. Mais pour structurer une donnée, pour structurer une information, pour aller faire des choses rapides, ouais, ça va super vite. Et puis, dans tous les cas, on apprend et on itère. Hein, on fait un prompt. Tiens, c'est pas la réponse que j'attendais. C'est pas le GenAI qui est pas bon. C'est possiblement notre question qui est pas bonne. Donc, il faut retester, réessayer, faire hyper attention aux hallucinations. Quand l'IA vous donne des chiffres, on le disait en rigolant tout à l'heure, mais c'est hyper sérieux. Il faut faire super attention. Les citations de l'IA, c'est les citations de l'IA. Hein, c'est pas les citations récupérées. Voilà. Ouais. Donc, faut tout double-checker. Ouais. Vous avez beaucoup insisté sur la qualité de données. Ah, c'est hyper important. Ouais. Ouais, tout à fait, mais je laisse la data experte. En fait, le truc, c'est que si la donnée, elle est biaisée, le contexte étant biaisé, la réponse va l'être. Donc, je ne sais pas ceux qui sont un peu au fait du machine learning, mais quand on a un modèle qui s'émousse, ça fait du data drift, ça dérive. Et on ne se rend pas compte que ça dérive, mais en fait, ça dérive et finalement, les résultats ils deviennent de plus en plus mauvais, mais suffisamment peu pour qu'on n'ait pas l'info. Donc, il faut faire vraiment très, très attention à la donnée qu'on met dedans et à s'assurer qu'en fait, ça correspond. Il faut faire tout ce travail préparatoire en amont de quoi j'ai besoin, vers quoi je veux aller grosso modo, pour être sûr qu'en fait, on n'est pas coincé dans une espèce de bulle cognitive qu'on aurait créée nous-mêmes. Il y a une main qui se lève. Ouais. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question en termes de coût pour les équipes. Quand on met bout à bout tous ces outils-là, est-ce que vous avez une estimation du coût que ça rajoute par personne? C'est une super bonne question. On en parlait tout à l'heure en coulisses. Moi, je n'ai pas le coût, mais en gros, c'est quelque chose dont on parle peu et je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. C'est-à-dire que utiliser, je ne sais rien, les ChatGPT Plus ou Enterprise pour chaque équipe, parce que ils sont encore sur des modèles de sites, etc. Rajouter, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a spécialisé, en fait, les IA pour répondre à certains besoins, et puis cumuler, c'est un coût énorme. Et c'est pour ça qu'elle est là, la valeur ajoutée du PM, elle est là, la valeur ajoutée de l'individu et de l'humain. C'est que ce que disait Marie-Amélie, on n'a pas besoin d'IA pour tout. Donc définissez ce que vous pensez, ce qui est faible valeur ajoutée, dont vous pensez qu'on peut le laisser faire, et concentrez-vous sur c'est quoi, moi, ma valeur ajoutée en tant qu'individu, mon expérience, parce que ça, il ne faut pas que ce soit donné à l'IA. L'IA, c'est un outil d'aide à la décision, ce n'est pas un remplacement. Et pour revenir sur le coût, il y a un KPI qui est rajouté, je pense, dans le calcul du ROI, c'est le Total Cost of Ownership. Ouais. Le Total Cost of Ownership, c'est un KPI qui vient des telcos. Ouais. Et en fait, c'est le coût total d'un produit sur toute sa durée de vie. Donc, par exemple, typiquement, ChatGPT, où vous avez vos serveurs sur le cloud, etc., tous les CPU, GPU, etc., à chaque fois que vous utilisez un token, crac, c'est un truc en plus. Donc ça, il va falloir le prendre en compte pour ce coût. Ceux qui utilisent Notion, Notion AI, ils ont ce système de token et ça peut super vite déborder. Donc, en vrai, la question, c'est est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Et ça, c'est à vous de le penser avant. Ça peut paraître très basique, mais on a un nouveau jouet, on se dit « Ouh, génial, ça va être super ». Et là, après, 2000 € plus tard, on se dit « Bon, peut-être que j'aurais pu réfléchir moi-même ». Voilà. Ouais. Oui. Un peu rabat-joie, mais je vais rajouter un axe à cette réflexion
l'éco-conception, où là on est peut-être conscient de l'impact. Et bien justement, ouais. Est-ce que la valeur immédiate pour la productivité, les gains de productivité, est justifiée par... En fait, ce qui m'intéresserait du coup de votre expérience, c'est là où ça a le plus de... Là où ça vaut le détour d'aller faire des choses qu'on peut faire manuellement et donc moins impacter la planète, parce que derrière ça nous fait gagner quelque chose de hyper fondamental dans le travail. Donc moi ça m'intéresse. Alors bien sûr, carrément, c'est hyper intéressant. On sait qu'une requête ChatGPT, c'est 3 litres d'eau, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. On ne va pas poser une question à ChatGPT qu'on pourrait avoir sur Google. Et ça, il faut la... J'ai pas les chiffres, je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour avoir fait vraiment le retour d'expérience complet et financier là-dessus, mais il faut y penser. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'un canon pour tuer une mouche? Voilà. Et ça, c'est aussi, il faudra tester, hein, évidemment. À un moment donné, on va dépenser 2-3 boulets, et puis ensuite, après, on va se dire, non, mais en fait, finalement, une petite tapette, c'est peut-être mieux. Voilà, c'est ça. Ok. Pas de questions encore? C'est bon? C'est bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.